Bonjour à tous et bienvenue dans Wargamer Assumé. C'est tout simplement une émission qui a vocation à vous faire découvrir certains profils de gens qui ont été influencés par notre passion, que ce soit par la branche de la peinture, du jeu ou tout simplement de l'univers étendu par l'imaginaire et la lecture, voir un petit peu quelles influences ça peut avoir sur leur vie, leur comportement, que ce soit des praticiens reconnus ou non, ou en tout cas qui l'assument ou pas. Ok, il est numéro 1. La France est championne du monde de Age of Sigmar grâce à cet homme, Nicolas Spoon. On se retrouve les Wargamers aujourd'hui avec Nicolas, 33 ans, alias Spoon, nouveau champion du monde de Warhammer Age of Sigmar, puisque mi-novembre se tenait la première édition organisée par Game Workshop des championnats du monde de Warhammer 40 000, Age of Sigmar, Kill Team et Underworld. Faut savoir que toi en plus t'as été sacré par la grande porte puisque t'as fait le maximum de parties qu'on pouvait espérer en 4 jours justement pour ton sacre, c'est-à-dire 12 games, que c'était en direct d'Atlanta et que direct après, comme une grosse partie de la délégation française, t'es rentré justement directement en France et dans la vie conventionnelle puisque le but aussi de ces interviews c'est de montrer justement le paradoxe ou en tout cas le prisme du passionné et justement l'adéquation avec la vie IRL. Toi déjà, comment ça va et comment s'est passé ce retour? Écoute, ça va très bien. Déjà, ravi d'être ici avec vous à French Wargame Studio. C'est vrai que c'était un peu un choc de le retour puisque déjà, je crois qu'on finit la game à 23h30. S'ensuit la cérémonie de remise des awards qui était ce qu'elle était. Peut-être pas parfaite, mais bon, en tout cas, il n'y a pas vraiment eu un sacre en tant que tel. On a été annoncé, on est venu chercher notre trophée. Suite à ça, le lendemain, on a pris l'avion et on est arrivé à Paris mardi matin à 7h heure française. Donc suite à ça, il a fallu reprendre le boulot. Moi, mardi, je leur ai dit que c'était pas possible parce que j'étais trop fatigué. Et donc j'ai repris mercredi et c'est vrai que le contraste entre ces 4 jours de wargame, de convivialité avec toute la délégation française qui était top du début à la fin, également avec toute la communauté aussi. Le contraste entre ça et le retour au travail a été vraiment violent et c'est vrai que c'est assez surprenant, ouais. C'est marrant parce que tu as parlé justement d'une énergie ou d'une euphorie collective liée justement à cette communauté de praticiens et derrière à cette fracture qu'on a quand on en ressort et qu'on rentre dans une vie conventionnelle. Mais finalement, c'est même le paradoxe un petit peu de notre passion, qu'on vivait un petit peu caché quand on était plus jeune, où là, t'es champion du monde, donc t'es reconnu dans cette communauté, et derrière, justement, il y a eu cette fracture où 2 jours après, tu retournes travailler de façon complètement normale. Comment est-ce que t'as vécu ce décalage? Ouais, c'est un peu fou parce que effectivement, on a d'un côté un événement où t'es en communauté, t'es avec plein de gens qui partagent la même passion, et c'est extrêmement enivrant. Et tu retournes travailler, tu bosses un peu tout seul sur ton truc. C'est vraiment 2 choses complètement opposées. Donc c'est vrai que c'est un peu choquant au début. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, t'es ingénieur en informatique. Pour si les personnes ont besoin de s'identifier aussi, de comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'on va sur cette passion-là. On a la chance d'avoir un nombre de praticiens très important en France, avec des militaires, des médecins. Bref, en fait, c'est ça qui est aussi la richesse de notre passion, c'est qu'on a de tous les profils dedans et que ça te permet de rencontrer plein de personnes différentes de toi que tu n'aurais pas forcément rencontré dans un autre contexte. Ça va aussi me permettre justement de comprendre comment est-ce que toi t'es tombé dans l'univers soit de la figurine, soit de l'imaginaire, soit peut-être de la peinture, j'en sais rien, ou du jeu. Comment est-ce que tu as découvert les figurines ou l'univers de Warhammer? Alors moi, j'ai découvert Warhammer très tôt. J'avais, je pense, entre 10 et 12 ans. C'est mon cousin à l'époque qui m'a présenté le jeu. Il jouait Skaven et moi j'ai démarré en jouant au Elf en 6e édition. Et je pense, du coup, j'ai joué pendant toute mon adolescence. Et c'est vrai que j'ai toujours été plus un joueur. Toi, tu parles de joueur, peintre, imaginaire. Moi, j'ai toujours été un joueur d'abord, un compétiteur même d'abord. Même si toute la partie peinture, etc., c'est quelque chose qui est intéressant et qui m'a intéressé, j'ai toujours été le jeu en premier. D'accord, donc c'était qu'il y a quelque chose comme 20-23 ans en fait, finalement, que t'es rentré dans l'univers de Warhammer Battle avec Léo Elf. Est-ce que tu dirais que justement déjà depuis ces 20 ans, on va dire, de recul sur cette pratique, est-ce qu'il y a eu des pauses? Est-ce que tu as toujours été à fond? Et aussi, dernière question, est-ce que tu as toujours été joueur ou il y a quand même des moments où tu t'es un petit peu plus perdu dans la peinture ou dans, je sais pas, l'univers étendu, c'est par la lecture, et finalement tu mettais le jeu de côté, soit par appétence personnelle, soit aussi par ce qu'on appelle le méta, c'est-à-dire la qualité d'une édition? Je pense que du moment que je jouais, j'ai toujours été joueur d'abord. Maintenant, j'ai pas joué depuis mes 10 ans jusqu'à maintenant. J'ai eu des moments de pause, notamment, je pense, après avoir eu mon bac, j'ai fait une pause, je pense, de 5-6 ans. J'ai quasiment pas joué, je pense que j'ai même pas du tout joué pendant mes études supérieures. J'ai repris à la fin de mes études, j'avais 23 ans et ça correspondait à peu près à la fin de Warhammer Fantasy Battle, au moment de End Times. Et comme Age of Sigmar, les premières versions n'ont pas du tout plu, je suis parti jouer à War Machine en fait. D'accord, intéressant. En fait, War Machine, qui est un jeu donc fait par Privateer Press, est un jeu qui a été conçu
pour la compétition, en tout cas un jeu de figurines qui a été conçu par la compétition, où les deux leviers sont soit le scénario, mais qui va passer au-dessus du scénario, ce qu'on appelle le caster kill, c'est-à-dire l'assassinat de son général. Donc c'est un jeu qui est réellement, en termes de game design, fait pour la sanction, et fait pour des parties qui peuvent être très nerveuses, ou au contraire lissées sur plusieurs tours, mais qui peuvent s'arrêter de façon très brutale, puisque le nombre de points maximum s'obtient par ce qu'on appelle le caster kill. Donc ça met aussi en avant une forme de profil qui a justement une vision de jeu, la reproduction peut-être de patterns de certaines parties, des mots qu'on utilise assez souvent, qui sont plus parfois exploitables dans ton travail, en tout cas l'ingénierie informatique, en fait, de reproduire des patterns, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu as trouvé donc justement dans War Machine? Est-ce que la qualité du game design était devant l'univers, par exemple? Alors oui, tout à fait. Comme je disais, moi je suis vraiment un joueur d'abord, et donc je cherchais un jeu en premier. Donc effectivement, le jeu War Machine en tant que jeu, c'était un jeu qui était vraiment dans les règles, conçu pour la compétition, et ça se ressentait quand tu lisais les règles et quand tu joues au jeu, et c'est ça qui m'a plu en premier. Les figurines étaient pas mal en fait, il y avait vraiment des belles figurines, des belles inspirations. Maintenant, la qualité même de la figurine était inférieure à ce que Games Workshop peut produire, qui a toujours été un peu dommage, mais bon, après, personne dans le monde, je pense, peut produire des choses à la qualité où Games le fait en ce moment. Ouais, bien sûr. Donc, t'as fait un petit peu de War Machine, à peu près combien de temps? 1 an et demi, je pense. D'accord. Et donc, quand est-ce que t'es revenu dans l'univers Game Workshop avec l'univers de Warhammer Age of Sigmar? Alors, je suis revenu en fin 2019, au moment où le Battletop Ossiarch sort, donc on est en milieu de 2e édition d'Age of Sigmar, et en fait, c'est des amis avec qui j'avais déjà joué à War Machine, qui me disaient Age of Sigmar c'est super, faudrait que t'essayes, et je me suis remis timidement dans le jeu. J'ai commencé avec les Bone Reapers parce que il y avait une facilité de peinture, en fait. Et j'avais pas envie de passer trop de temps à peindre des figurines. Et c'est vrai que Bone Reaper, tu peux atteindre un résultat très très satisfaisant en passant pas trop de temps de peinture dessus. C'est ça qui m'a plu au départ, et j'ai commencé à jouer Bone Reaper. On reviendra après sur justement comment est-ce que t'es rentré dans le compétitif, pourquoi aussi tu l'as fait. Mais on va revenir un petit peu justement en arrière. Donc t'as 10 ans, un de tes cousins te fait découvrir le monde de la figurine avec les Skaven. Et toi d'ailleurs, tu jettes ton dévolu sur les hauts elfes. Rigolo de savoir que t'es devenu champion du monde avec les Luminettes, qui sont les anciens hauts elfes. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur la manière dont tu t'es construit, peut-être intellectuellement, émotionnellement, de tes 10 à 15 ans à peu près? Je pense, oui, comme tout jeu que tu peux faire quand tu te construis, c'est-à-dire depuis tout petit, depuis 2 ans jusqu'à la fin de ton adolescence. Et je pense que ça a eu un impact, bien sûr. J'ai fait des Lego tout petits, ça a eu un impact. Et le fait de faire du Warhammer, bien sûr que ça a eu un impact sur mon développement, ma manière de penser, penser et tout de manière très analytique, mais également la découverte d'un univers immense qui est Warhammer, l'Heroic Fantasy, tout ce qui est autour de ça. Après forcément il y a eu lecture de plein de bouquins, il y a eu le jeu de rôle, il y a eu plein de choses autour de ça en fait qui a fait que oui, ma vie a été extrêmement influencée par Warhammer. C'est intéressant parce que si tu veux, quand on regarde un petit peu les mythes fondateurs, Ulysse et ainsi de suite, ça a vocation à éduquer les gens. Et moi je sais que ma génération, c'est très débile, mais j'ai appris ce que c'était que la notion de bravoure et de courage, soit grâce au Seigneur des Anneaux avec la portabilité de Peter Jackson au cinéma, ou alors avec des trucs aussi bêtes que Dragon Ball Z et ce genre de choses. Et Warhammer peut avoir une incidence justement sur ta façon de te construire. Toi, justement, au niveau de la logique, peut-être même de ton travail après, puisque tu es devenu développeur en informatique, enfin ingénieur en informatique, est-ce que tu penses qu'il y a un pont qui s'est créé, et est-ce que ça t'a manqué quand t'as arrêté justement après le bac? C'est difficile à dire. Après, en pratique, je pense que c'est allé dans les deux sens. C'est-à-dire que la logique que j'avais un peu naturellement à ce moment-là m'a aidé à rentrer dans la partie compétitive du jeu, et inversement en fait, la partie stratégique du jeu, ça fait fonctionner le cerveau en fait, et du coup fatalement ça a de l'impact aussi sur ta manière de réfléchir, dans la vie aussi, et au travers de toutes les autres disciplines de l'éducation en fait. Donc, t'as fait une petite pause pendant tes études, tu y retournes entre guillemets, on va dire, vers 2019. Quel a été ce besoin? C'est-à-dire, quelle appétence tu avais pour retourner dans cet univers-là? Alors, en 2019, quand j'y reviens, c'est Age of Sigmar 2. Et en fait, j'y reviens pour plusieurs raisons. Déjà, j'arrive à la fin d'un cycle de travail, si on peut appeler ça comme ça. J'ai fait du coaching pendant 4 ans à ce moment-là. C'est un peu vers la fin de ça. Et c'est un moment où, dans ce métier, je m'épanouis beaucoup moins. Donc, fatalement, quand on s'épanouit moins dans son travail, on cherche d'autres choses à côté. Et en parallèle, j'ai ce groupe d'amis qui me recontactent
à ce moment-là parce qu'ils veulent faire des tournois, qu'il leur faut des joueurs et parce qu'ils ont très envie que je joue avec eux. Et donc je fais d'une pierre deux coups et je saute sur l'occasion et puis après je suis emballé par le truc et ça avance. À ce moment-là, ils te contactent en tant qu'ami, c'est-à-dire que c'est pas pour une prédisposition soit intellectuelle, soit stratégique ou d'ambition, tout simplement. C'est avant tout pour du social, c'est-à-dire que c'est avec toi qu'ils veulent partager ça ou non, ils vont directement te chercher comme tu pourrais sélectionner un joueur. Non, c'est vraiment en tant qu'ami. Ils sont venus me voir parce que en fait, on s'était rapproché par le hobby. Et on s'était un peu éloigné au moment où moi j'ai fait ma pause et du coup je pense je leur manquais et c'est vrai parce qu'ils me manquaient aussi donc non c'était socialement au départ et après bien sûr que le fait que je sois un bon joueur ça aide entre guillemets mais oui en premier c'était parce que socialement. Ok donc finalement on est en 2019, tu recommences avec les Ozark Bone Reaper, en plus un mec qui était relativement prédestiné on va dire à pouvoir faire du compétitif avec, soit par son aspect tanking, soit pour son aspect attrition, donc il pouvait répondre aussi à plusieurs gameplays. Comment est-ce que justement toi avec ton nouveau regard adulte, tu as cerné cette communauté? La communauté, c'était quelque chose au départ que je réalisais pas du tout, puisque au départ, quand je reviens dans le jeu pour jouer avec des potes. Donc la communauté, elle est assez petite en fait. C'est une communauté de 10 personnes, on joue entre nous. Et en fait, on va être amené à vouloir jouer en tournoi. Eux, ils avaient déjà commencé à faire un peu de tournoi, mais ils en faisaient, je pense... peut-être 3-4 par an, tu vois. Est-ce que toi déjà, tu avais un a priori sur ce qu'on peut appeler le jeu organisé? C'est-à-dire le fait de sortir de ce cadre-là pour aller, j'allais dire affronter, mais finalement on reste quand même avec des petites figurines en plastique et c'est avant tout pour créer un lien social que tu le fais, c'est pas que pour défoncer un mec sur un 4+. Est-ce que tu avais un a priori sur cette communauté-là? Non, je pense qu'à l'époque, j'avais vraiment pas du tout d'a priori. Je m'étais même pas vraiment posé la question en fait. Au départ, j'y jouais... Alors, compétitivement parce que moi je cherche toujours à optimiser les choses mais entre amis et j'avais pas vraiment réalisé la possibilité d'étendre ça à me déplacer en tournoi tous les week-ends comme ce que je peux faire en ce moment et se faire des amis sur place aussi, et se faire plein d'amis, rencontrer maintenant tous les joueurs français. Je pense que je connais quasiment tous les joueurs en France, en tout cas tous les joueurs réguliers français, on se connaît tous. Oui, non, mais la communauté, j'avais jamais envisagé ça. Et alors, ça a été un coup de foudre. On parle pas envers des humains, mais envers cette communauté. C'est-à-dire que premier tournoi, t'es sorti de cette première journée. Par exemple, en général, sur un tournoi, on fait entre 2 et 4 games, dépendamment des plus gros tournois sur une journée. Ça a été quoi, justement, ton premier ressenti à l'issue de cette première journée? La première journée, déjà fatigué, puisque c'est la première fois que j'enchaînais 3 games en une journée. Et ouais, alors très content d'avoir rencontré plein de gens et de pouvoir discuter ensuite le midi avec les gens, pouvoir interagir avec eux le soir. Donc ouais, découvrir la communauté au sens large du terme en fait. Et ouais, très très agréablement surpris. Et alors d'ailleurs, t'as mis combien de temps avant d'en faire un autre? Est-ce que ça t'a galvanisé en disant attends, je veux même changer d'armée, je veux même devenir multi-armée, j'ai le temps et potentiellement les revenus aussi pour ça, parce qu'en tant que jeune adulte, c'est souvent aussi ça. On est beaucoup de la communauté à s'y être mis quand on était adolescent, à avoir fait une pause, soit pour d'autres attraits sexuels ou juste professionnels, et on y revient quand on a du temps et des revenus. Justement, toi, est-ce que ça t'a galvanisé? Tu t'es focalisé sur une faction et tu t'es dit c'est vraiment celle-là que je veux pousser au maximum, ou non, au contraire, je lâche un petit peu mes premiers amours et je vais jouer ce qui va me permettre d'éclore en fait dans cette communauté? En fait, quand je démarre les tournois, c'est début de la V3. À ce moment-là, je décide que j'ai envie de jouer Luminette parce que c'était la faction qui me plaisait le plus en termes de gameplay et Luminette c'était plutôt fort à ce moment-là. Donc ça se goupillait bien en fait. Donc j'ai pas spécialement eu besoin d'aller chercher à me dire oui la faction que j'aime bien est faible, il faut que j'aille chercher autre chose. Non, j'ai eu la chance de tomber, d'aimer une faction qui était forte. Donc la question s'est pas vraiment posée. Et quant à la fréquence des tournois, en fait à partir du moment où j'ai décidé de me lancer dedans, on s'était tous motivés entre potes et on a commencé à enchaîner quand même assez vite. Pour quelqu'un qui justement qui a soit un groupe d'amis ou qui au contraire veut juste savoir, toi, quels ont été les outils que tu as utilisés pour se connecter à ces événements ou à cette communauté? Alors, ouais, pour se connecter à la communauté, aux événements, alors pour se connecter, c'est deux questions différentes en fait. Parce que pour se connecter à la communauté, il y a plein de Discord différents qui sont plutôt bien organisés, plutôt bien faits. Par contre, les outils pour se connecter au tournoi, on est sur des trucs un peu archaïques comme T3, comme Tournekeeper, etc. C'est un peu dommage. Même tu regardes même BCP, qui est le truc le plus utilisé, c'est quand même pas ouf quoi. Donc c'est vrai on voit l'ergonome qui parle justement dans une partie de ton travail, c'est intéressant. Tu as parlé de différents outils, tu as parlé de T3 pour Tabletop Tournament, c'est tout simplement un site qui référencie en Europe la plupart des événements, mais qui ne permet pas de créer, on va dire, un classement réel ou un classement LO
plutôt pertinent, on va dire ça comme ça. Tu as parlé aussi de Tournée Keeper, qui est un site qui est utilisé pour référencer les tournois, mais surtout pour les gérer de l'intérieur. Et tu as parlé aussi de BCP pour Best Coast Pairing, qui est pour le coup le plus gros outil aujourd'hui en termes d'usage mondial, mais qui, on va dire, a plutôt un usage outre-Atlantique. Donc toi, tu surfais justement sur ces 3 plateformes pour à chaque fois trouver les tournois à côté de chez toi et ainsi de suite. Principalement Tabletop Tournament au début, puisque en France c'est que sur Tabletop Tournament. Et par la suite, un peu plus récemment, entre guillemets, un peu sur BCP pour voir les tournois internationaux en fait. C'est intéressant parce que comme on parle de ces outils, je suis obligé de changer de question. Aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent ces outils pour s'inspirer. C'est-à-dire en fait comprendre ce qui se joue à l'étranger. Par exemple, Best Coast Pairing permet, si on paye, mais ça c'est une autre question, d'aller voir les classements et en tout cas les résultats de certains joueurs et potentiellement ce qu'ils ont joué, qu'ils ont affronté et ainsi de suite. Toi, pour revenir aussi sur l'humain, t'es plutôt ce qu'on appelle quelqu'un qui va créer des listes ou plutôt quelqu'un qui va s'en inspirer et s'entraîner avec pour performer? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que personne... Il y a de temps en temps des idées originales qui émergent, mais il y a beaucoup aussi de... C'est normal d'ailleurs de s'inspirer de ce qui existe. Je vais pas forcément être du style à prendre une liste et prendre exactement la même, mais quand je vois des bonnes idées, bien sûr que ça m'inspire, bien sûr que je les utilise pour créer des listes. Maintenant, pour ce qui est de ma liste des Worlds, il y a eu quelques petits facteurs d'inspiration, notamment l'intégration d'Eltarion, mais basiquement, en fait, la création de la liste, je l'ai plutôt faite seule, mais c'est assez simple, on pourra y revenir si tu veux, mais la création, vous allez voir que c'est plutôt direct en fait. Je reviens un petit peu donc sur tes débuts aussi. Donc 2019, tu rentres dans le jeu organisé avec à la base un groupe, on va dire, d'amis, ce qu'on appelle nous un cercle consanguin de joueurs, c'est-à-dire que vous faites tout le temps ensemble les mêmes games, les mêmes match-ups et ainsi de suite, et puis vous avez envie de vous ouvrir au reste du monde et donc d'aller sur du jeu organisé. C'est rigolo, donc finalement toi tu t'es mis au compétitif il n'y a que 2 ans, réellement, puisque tu as repris en 2019, il y a eu le Covid, et donc finalement, c'est comme pour tout le monde, j'imagine, mi-2021, que tu as pu revoir du monde à l'extérieur. Déjà, est-ce qu'il y a 2 ans, tu t'attendais à être champion du monde? Et aussi, comment tu t'y es préparé? C'est-à-dire que certainement que tu n'avais pas vu cette ligne d'arrivée potentielle, même si il y a toujours un chemin après. Mais est-ce que tu t'es mis dans une démarche de progression continue, tu vois ce que je veux dire, pour justement grandir là-dedans? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, je me suis pas donné d'objectif final entre guillemets ou de deadline sur quoi que ce soit. En fait, moi, ce que je recherche quand je joue, c'est toujours à m'améliorer, à essayer de chercher mes erreurs, à essayer de comprendre comment je peux faire mieux. En fait, à essayer de devenir un meilleur joueur, tout simplement. Alors, c'est intervenu le fait que je sois champion du monde, c'est super. Franchement, c'est génial. Mais moi, mon ambition, c'était pas d'être champion du monde, c'était d'être meilleur joueur du monde. Donc j'ai encore du boulot. Et c'est très bizarre ce que je vais dire, mais c'est bien parce que c'est pas un ego trip. Le fait de juste vouloir un titre, une médaille, c'est peut-être parfois rationaliser un objectif, mais finalement c'est un objectif que tu vas avoir par rapport aux autres, alors que le reste est par rapport à toi. Exactement. Et en fait, c'est vrai que être champion du monde, en fait, il y a eu beaucoup de facteurs chance quand même. On va pas se le cacher tout au long des 12 games, sur les pairings, sur tout ce que tu veux. Il n'y a pas que de la qualité de jeu. Il y a de la qualité de jeu, il y a de la qualité de liste, mais il y a aussi de la réussite au bon moment. Et ça, on peut pas l'enlever. Pour expliquer un petit peu, faut savoir qu'on est dans un jeu qui a un métagame, c'est-à-dire qui, dépendamment des périodes, va avoir des choses qui sont fortes, des choses qui savent affronter d'autres choses. Et si tu n'as pas de chance, on va dire, sur qui tu vas tomber, il peut aussi avoir ce qu'on appelle ta némésis, et donc avoir une liste qui est faite pour te contrer. On a même des personnes qui adorent ça. Je te demandais si tout à l'heure tu créais des listes ou pas. On a différents types de profils au sein des communautés, ce qu'on appelle les méta-slayers, des méta-counters, c'est-à-dire des gens qui vont arriver avec une liste qui va complètement être à contre-courant de ce qui se fait habituellement pour justement tenter de surprendre. Là, comme tu l'as dit, c'est très lucide de ta part, c'est comprendre pourquoi on perd, mais aussi pourquoi on gagne. Et ça, c'est super important. Et donc, là, finalement, t'as eu un sacre, mais qui n'est pas une finalité. C'est un accomplissement, mais c'est quoi pour toi alors la suite? Non, c'est sûr que le sacre, c'est une belle milestone, quoi, on va dire. Mais oui, il y a pas de finalité, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que personne ne peut être parfait et on peut toujours s'améliorer. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de finalité en fait à ce chemin de progression. On va maintenant se faire un petit focus justement sur ces fameux championnats du monde. Je rappelle que ceci était sur invitation et donc il fallait que tu obtiennes ce qu'on appelle un golden ticket sur un des tournois pour pouvoir justement derrière aller à Atlanta. Déjà, où est-ce que tu as eu ton golden ticket? Alors moi j'ai eu mon golden ticket à la Warhammer Fest, donc c'est un gros événement que Games organise en Angleterre et j'ai stické parce que je gagne le best overall là-bas, ce qui est jamais mon objectif. Moi je suis plus un joueur,
Mais c'était une surprise, une grosse surprise. Je gagne le best overall et ça me permet d'avoir un titre. Tu parles de best overall, donc ça comprenait tes résultats en jeu mathématiques, ta capacité à battre des gens, la peinture, et je sais aussi que des fois, en tout cas en Angleterre, t'as aussi une note donnée par tes adversaires pour que justement tu puisses noter pas nécessairement le fair play, mais le plaisir que tu donnes à ton adversaire. Là, c'était quoi alors le best overall? Alors il me semble qu'à la Warhammer Fest, on a eu, c'était qu'un mix peinture et jeu. Je crois pas qu'il y ait eu les notes d'adversaires à cette occasion-là. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était vraiment que peinture et jeu, et c'était que sur les 6 premières games. Faut savoir qu'il y avait 8 parties. Bon en tout cas t'as eu un golden ticket par rapport à ça. Derrière tu te diriges à Atlanta. Pour la partie Age of Sigmar, il y avait 4 poules de 22 joueurs et à l'issue de 5 parties en 2 jours, ils ont isolé les 8 meilleurs pour faire ce qu'on appelle un bracket, c'est-à-dire un top 8 fermé. Ce top 8 fonctionnait à double élimination. Il y a donc eu un reset des parties que vous aviez fait avant et justement dès que vous aviez 2 éliminations sur ce top 8, vous sortiez définitivement. Toi, tu es passé par ce qu'on appelle le loser bracket, c'est-à-dire que tu as subi une défaite et donc tu n'avais plus le droit de perdre jusqu'à la finale. Et si le finaliste était à 0 défaite, il fallait que tu le battes 2 fois. C'était un petit peu le parcours des enfers et c'est ce que tu as vécu puisque donc tu as fait 12 parties avec les poules et le top 8 et donc tu as dû battre 2 fois le finaliste pour y arriver. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on peut dire que c'est le run le plus dur. En tout cas, c'est le run le plus long, ça c'est une certitude. Ça c'est sûr. Ce qui est amusant aussi, c'est de se dire que j'ai joué tous les joueurs du top 8. Parce que j'en ai joué 6 à l'occasion du top 8 et Benji je l'ai joué en phase de poule. Donc j'ai joué les 7 autres joueurs du top 8 et j'ai joué tous les scénarios du bouquin puisque j'ai fait 12 parties. C'était très long, mais c'est vrai que ça rend la victoire finale encore plus belle. Par rapport donc à ces choix que tu as pu faire donc pour Atlanta, déjà Luminette, parce qu'armée de cœur, parce qu'armée forte ou parce qu'armée tu penses qui contre beaucoup de choses? C'est une combinaison de tout ça. C'est une armée dans laquelle je me sens très bien, c'est mon armée. Et je pense que Luminette est pas aussi mauvais que ce que la communauté peut en penser. Et surtout, ça joue bien dans Seraphon, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'armées. Comment est-ce que t'abordes le jeu aujourd'hui? On peut le voir de façon très binaire dans le sens où match-up, c'est-à-dire est-ce que l'armée d'en face favorable, défavorable par rapport à son tanking, sa mobilité, son attrition, potentiellement sa façon de scorer, et donc indirectement chaque partie peut être différente dépendamment du scénario. Toi, est-ce que tu as une approche pragmatique, rationnelle? Comment est-ce que t'abordes une partie en tout cas quand t'arrives sur ces fameux top 8? Est-ce que tu es quelqu'un de studieux, ça fait que le soir t'allais pas dans les bars pour boire des coups et t'analysais les listes adverses? Comment est-ce que ça s'est passé en termes de pression mais surtout d'analyse? Alors c'est intéressant parce que en fait on a tellement joué que le soir on arrive, il est le deuxième soir, donc quand je sais que je suis en top 8, il est je pense 22h, on va manger, on va se coucher, donc il n'y a pas d'analyse. Le troisième soir, c'est pire parce que je joue 4 games, je finis à 23h30, je vais manger vite fait, je me couche, je dors, donc il n'y a eu vraiment aucune analyse. Donc c'est vraiment été du travail préliminaire de match-up. J'ai fait 70 parties avec la liste, donc je connais la plupart de mes match-up très bien. Et j'ai une liste qui peut gérer énormément de choses. C'était le contrat de départ quand j'ai construit la liste. C'est marrant, t'as parlé de 70 games, juste pour comprendre, donc là, on peut imaginer ce qui se fait de mieux en termes de niveau, j'allais dire francophone, mais finalement mondial. C'est combien de parties par semaine, depuis combien de temps? J'ai commencé en juillet avec cette liste et du coup ça fait entre 4 et 5 parties par semaine jouées sur cette liste en moyenne. C'est rigolo, aujourd'hui on est dans un hobby entre guillemets physique, puisqu'on joue avec des petites figurines ensemble, on aime bien en tout cas l'échange humain. Sinon on jouerait avec du digital. Il existe néanmoins des outils qui ont un petit peu explosé pendant le Covid avec TTS pour Tabletop Simulator qui permet d'utiliser en plus t'es de la tech, donc un émulateur de physique, enfin de loi physique, puisque TTS à la base c'est ça, qui a été adapté pour pouvoir justement jouer à des jeux. Toi t'es plutôt quelqu'un qui cherche la sensation du plastique et de janter les dés, ou finalement le théorie crafting que tu peux avoir sur TTS te va très bien? Moi, TTS, ça m'intéresse très peu. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir les modèles sur table, déplacer les modèles. Je trouve ça beaucoup plus précis. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça beaucoup mieux. J'ai fait quelques parties TTS quand même, mais c'est pas trop ma cam. Ensuite, on va revenir vraiment dans ce fameux top 8 où, donc, malheureusement, en fait, la fatigue et peut-être l'organisation. Encore une fois, rien n'est parfait. C'était une première édition. C'était déjà génial, vraiment de la part et de Games et de cette délégation française qui a énormément aidé. Comment est-ce que tu vivais la pression? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu arrivais relativement en disant ça va les gars, on joue aux figurines, moi mardi je travaille, enfin mercredi en l'occurrence. Comment est-ce que tu gérais cette pression? Parce que la pression c'est propre à chacun. Il y en a ils vont se mettre la pression s'ils sont seuls dans une pièce, il y en a c'est par rapport à une communauté, il y en a d'autres c'est par rapport à des caméras. Là, t'avais tout qui était réuni. Mais à côté de ça,
t'es aussi censé être dans du plaisir, puisque ça n'est pas un travail, c'est ton hobby. En toute honnêteté, j'ai pas trop de pression parce que quand j'arrive en top 8, je suis déjà content. J'ai pas vraiment de prétention au-delà de ça, donc je me suis mis zéro pression. Toutes les games que j'ai joué comme je les joue avec des potes le vendredi. Aucune différence pour moi. Le seul moment où j'ai commencé à ressentir de la pression, c'est dernier moment de la finale, en fait, tour 5, quand je sais que j'ai gagné, mais que c'est pas encore... Première ou deuxième finale? Deuxième finale. Quand je sais que j'ai gagné le titre, à ce moment-là, je commence à avoir l'adrénaline qui monte, etc. Et je commence à trembler parce que je sais que c'est gagné, en fait. Je sais que j'ai le titre, je sais que je suis champion du monde. Et c'est juste à ce moment-là où tout retombe, en fait, et je me rends compte, en fait, un peu de tout. D'accord. Pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça s'est passé, donc comme je le disais, t'as eu le parcours des enfers, c'est-à-dire que tu es passé par ce qu'on appelle le loser bracket, t'as enchaîné énormément de parties, et surtout t'as dû donc jouer la finale 2 fois, puisque ton adversaire, lui, anglais, était invaincu. Ce qui est super intéressant, si on revient vraiment uniquement sur ta deuxième finale, donc le moment, on va dire, le plus fort en termes de pression, tout le monde a l'impression que c'est toi qui es en train de gagner. Et à côté de ça, à un moment, on voit que ton adversaire ne veut pas, justement, forfait, et que lui a un plan, et qui commence justement à s'affiner. Je sais pas si tu te rappelles à ce moment-là, alors que pour le coup, même les arbitres lui mettent la pression en disant les gars, vous êtes déjà un petit peu en retard, là, toi, Spoon, t'es en avance, donc ils lui mettent la pression à lui. Lui, il a fait preuve d'énormément de self-control, parce qu'il a quand même une grosse partie de la délégation française qui est dos à lui et qui t'encourage toi. Il a les arbitres qui lui mettent la pression sur ce qu'on appelle la clock, c'est-à-dire le déroulé et la répartition du temps sur cette partie-là, et on voit quand même qu'il a un plan, et qu'en plus, celui-ci commence à s'aligner. Est-ce que justement à ce moment-là tu l'as ressenti, ou toi dans ta tête t'avais déjà ce qu'on peut appeler des counter moves, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça, ou non, t'étais attentiste et t'attendais de voir? Quand je joue, je considère que la game est jamais gagnée, donc j'ai pas vraiment eu de problème avec ça parce que je sais qu'il a des possibilités de faire des choses. En fait, je t'ai dit, j'ai vu que la game était gagnée que au T5 quand il loupe sa tactique T5. Là, je sais que il a plus aucun moyen de remonter le score en fait. Mais avant ça, non, je suis jamais parti du principe que j'allais gagner la game. Et d'ailleurs, cette game, je fais le pire T2 de ma vie. Et l'init T3, si je la perds, je perds la game. Parce que j'ai mal joué mon T2, tout simplement. Et j'ai de la chance, j'ai de la réussite. À ce moment-là, j'ai le T3, ce qui me permet de remonter la game et du coup de la gagner. Mais non, je considère jamais la game comme gagnée parce que on affronte des joueurs qui sont exceptionnels, qui savent jouer leur armée et qui tiennent la pression. Moi, c'est ça qui m'a impressionné chez l'anglais que t'as affronté. Et du coup, non, on n'a jamais gagné tant que c'est pas terminé. C'est quoi ton plus beau souvenir de ces Worlds? Oh, il y en a tellement, mais en termes de jeu, c'est clairement la partie que je joue contre Ryan Rutherford. Il jouait Big Wag, c'est ma 4e game, et la game se décide sur le dernier jet de dés possible. Parce que il faut qu'il fasse une save. S'il fait sa save à 5+, je perds la partie. S'il la loupe, je gagne la partie. Il fait un 3 et je gagne la partie là-dessus. Littéralement le dernier jet de dés. Et ça, c'était incroyable. Et il y avait même des arbitres qui étaient venus et c'était fou. Après, sinon, en termes de rencontres humains, il y a eu tellement de choses incroyables, mais notamment Noah, qui est un joueur américain, une rencontre exceptionnelle. En plus, c'était le premier jour, donc j'avais plus de temps, puisqu'il y avait que 2 games, donc j'ai eu le temps de discuter beaucoup avec lui. Rencontre exceptionnelle. Ok pour les rencontres, et donc pour la suite, c'est-à-dire que là, toi, à partir du moment où de toute façon tu rentrais dans le top 8 fermé, tu avais automatiquement une place pour l'année prochaine, donc pour les prochains championnats du monde. Comment est-ce que tu te projettes là-dedans? On sort à peine de cela, mais est-ce que tu te mets déjà une pression? Est-ce que tu sens aussi peut-être que tu es plus observé par la communauté internationale, je sais pas, des chaînes comme Honest War Gamer ou j'en sais rien comme AOS Coach? Est-ce qu'aujourd'hui tu penses que tu es plus reconnu? Est-ce que tu penses même que tu vas peut-être servir entre guillemets d'exemple, ou que le méta que tu joues va inspirer ou entre guillemets être contré? Est-ce que tu as senti une différence déjà là? Oui, je vais commencer par le début de ta question qui était les golden tickets. Il faut savoir qu'on l'a su à la cérémonie de fermeture. On le savait pas avant que le top 8 allait être réinvité. Donc c'était une super surprise. Pour la suite, moi j'ai un gros tournoi international à Amsterdam fin février, et sinon il y a toujours les FTC en France. Quant à la visibilité, c'est sûr que j'ai gagné en visibilité, que ça soit sur Twitter, mais également j'ai beaucoup parlé avec plein de gens sur place. T'as cité AOS Coach, j'ai fait une interview avec lui qui sera sur YouTube à mon avis dans la semaine à venir peut-être. Donc oui, j'ai gagné en visibilité. Et est-ce qu'il y a des gens qui vont essayer de rejouer Teclis? Je pense et j'espère, tant mieux. C'est toujours intéressant à voir et de voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on vient de clôturer les championnats du monde, mais qu'est-ce que tu dirais que le hobby t'a apporté dans ta vie, que ce soit depuis tes 10 ans ou au contraire depuis 2019 ou même là finalement depuis 2021 où tu partais dans l'ambition, en tout cas, de jouer des coudes avec les plus gros joueurs du monde?
Il y a plusieurs réponses à ça. Tout d'abord, dans mon adolescence, le hobby il m'a construit autant que je l'ai construit en même temps, si on veut. Donc c'est quand même une grosse part de mes loisirs de 10 à 17 ans. Donc c'est quand même un volume de temps assez considérable, puisque si on considère qu'il y a le temps de sommeil, il y a l'école, en dehors de ça, c'était quasiment que Warhammer. Donc c'est vrai que ça m'a construit autant que j'ai construit les petites figurines. Là dernièrement, dans ma vie actuelle, c'est une part énorme de ma vie. On a dit entre 4 et 5 games par semaine. C'est colossal, sachant que je fais pas que ça. À côté, il y a des réflexions de liste, il y a de l'échange avec plein de gens, il y a l'organisation, parce que quand tu pars en tournoi tout le week-end, l'organisation ça commence à prendre un certain temps, et c'est du plaisir. C'est vraiment du plaisir tous les week-ends, dès qu'on rencontre des gens, c'est du plaisir de jeu. C'est la compétition, c'est quelque chose que j'adore. Ça m'apporte énormément, même pour l'ego aussi, mine de rien, le plaisir d'être dans les top joueurs français et peut-être mondiaux, c'est quand même quelque chose qui on va pas se cacher, qui flatte l'ego. Et ouais, l'envie de progresser, le fait de savoir qu'il y a toujours mieux à faire aussi, c'est quelque chose qui m'inspire et qui me permet. Je transpose ça aussi dans le travail. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie relation entre les performances au travail et les performances dans le jeu de figurines, puisque c'est c'est pas deux boulots, mais ce sont deux activités très cérébrales. Et c'est vrai que j'ai l'impression que faire l'une m'aide à faire l'autre, puisque en fait on fait marcher le cerveau. C'est vachement intéressant ce que tu dis, puisque moi je dis souvent que le hobby est un exutoire, pas dans l'aspect performance, mais dans l'aspect refuge. On a beaucoup de profils introvertis dans notre communauté, ou même pas, c'est pas lié à l'introvertisme, mais le fait de se dire, ok, je m'octroie du temps pour moi, et ça me permet potentiellement d'y voir plus clair sur le reste. Et alors après, c'est évident que si tu es dans si tu adoptes une posture d'analytique aussi bien sur le jeu, tu peux le répliquer sur le professionnel. C'est plus de l'organisation de vie et ça aide à améliorer ta productivité. Toi derrière, tu dirais qu'aujourd'hui donc ça t'apaise aussi? Ah oui, et alors toi tu parles de personnes introverties qui cherchent ça comme refuge. Je suis pas tout à fait dans ce cas-là, puisque moi je t'ai pas mis dans cette boîte, attention, c'est juste que je sais qu'en tout cas c'est le plus gros cliché qu'on peut avoir dans notre communauté. Mais du coup moi je veux juste souligner le fait que moi je suis très heureux dans mon travail, puisque je travaille avec des amis, et je pense que c'est pas possible de faire mieux que ce que j'ai en tant que plaisir de travailler. Mais oui, l'un inspire l'autre, et le cerveau c'est un organe comme un autre, et si tu l'entraînes, il va être entraîné, et tu vas réussir à mieux t'en servir en fait. Donc oui, l'un aide l'autre en fait. On arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de se lancer dans le hobby, peut-être Warhammer 40 000 ou AOS, enfin on s'en fiche, juste de mêler, on va dire, l'imaginaire, potentiellement le modélisme et la stratégie? Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, et pourquoi en fait justement de rentrer là-dedans? Tout à fait. Le hobby, ce qui est génial, c'est qu'il y a plusieurs facettes et que chacun peut doser chaque facette comme il le souhaite. C'est-à-dire que moi, je suis 90% joueur et 10% du reste, mais c'est parfaitement ok d'être 90% peintre, 5% imaginaire, 5% joueur. Et c'est ça qui est génial avec notre hobby, c'est que l'univers créé par Games Workshop est immense, le lore autour de ça est génial, les figurines sont magnifiques, on peut s'épanouir dans tellement de domaines possibles que non, bien sûr, c'est un hobby qui est extrêmement sain en plus. On commence à avoir une communauté qui est très large et qui est pour la plupart très accueillante. Donc non, je peux que conseiller évidemment de rejoindre ce hobby. Je t'appuie sur l'aspect communautaire, c'est rigolo parce que aujourd'hui même on va dire, les arguments de vente c'est collectionner, assembler, peindre et jouer. Mais c'est pas rencontrer. Alors qu'en fait, au contraire, on est sur un jeu physique et on sous-estime vachement cette partie-là qui, en plus, en France, est orientée autour de l'associatif. Et donc, il n'y a pas mieux, finalement, que d'être avec des humains qui ont envie, gratuitement, entre guillemets, de partager leur passion. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vraiment la plus grosse force qu'en fait, on a, justement, quand on rencontre des gens. On a déjà des points communs, en fait, avec certaines personnes par cette passion. Et en général, d'autres choses en découlent. Maintenant, pour une dernière chose, pour les personnes qui aimeraient te suivre, est-ce que tu as des réseaux sociaux sur lesquels tu partages un état d'esprit de jeu, peut-être des conseils de jeu, j'en sais rien. Est-ce que tu es suivable sur les réseaux sociaux? Ouais, je poste un petit peu sur Twitter, pas trop, mais un petit peu sur le Wargame. Mon handle c'est @spooneux, SP2ONEUH. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez. Je poste un petit peu, pas non plus trop souvent. Ok, on mettra le lien en description. Et dernière question pour toi, est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer soit dans le hobby, soit dans le compétitif? Alors c'est deux questions complètement différentes. Se lancer dans le hobby, juste allez-y. Vous entrez dans n'importe quel magasin, que ce soit un Games Workshop ou un autre. Commencez par un truc qui vous plaît visuellement. Je pense que c'est le conseil que tout le monde donne et c'est
archi vrai parce que y a rien de pire que de peindre un truc qui te plaît pas. Et en plus, excuse-moi, la notion de fort ou faible, ça veut rien dire, puisqu'en fait, le temps que vous ayez monté, peint et que vous aurez appris à jouer, tout aura déjà changé. C'est aussi la richesse, c'est les méta. C'est ce qui tourne, en fait, justement, dans ce qui est fort et pas fort. Exactement. Et je trouve que le concept de fort et pas fort est un peu trop amplifié par la communauté de temps en temps. En fait, on peut bien se sortir avec quasi n'importe quoi. À partir du moment où on construit une liste de manière intelligente, on peut jouer presque n'importe quoi. Il y aura des mauvais match-up, mais c'est vrai de tout le monde, et il y aura des match-up plus faciles. Et il y a des armées qui partent avec plus de difficultés que d'autres. Mais déjà, pour quelqu'un qui veut juste entrer dans le hobby sans savoir ce qu'il veut en faire, toujours commencer sur ce qui lui plaît visuellement, c'est le principal. Après, pour rentrer dans le compétitif, le principal point, le point le plus important pour moi, à mes yeux, c'est d'être prêt à voir ses erreurs et d'être prêt à se dire, il faut que je progresse sur tel point, tel point, tel point, et de pas blâmer les dés. C'est vrai ? Jamais. Parce que en fait, le but c'est pas de se dire oh j'ai loupé mon 4+, le but c'est comment je réduis l'impact de ce 4+ sur mon jeu. Et c'est tout ce que j'essaie de faire quand je construis une liste. C'est pour ça que je joue Luminette aussi, parce qu'on arrive à réduire l'impact au maximum. Alors en partie, mais on arrive à réduire au maximum l'impact que les dés peuvent avoir sur le jeu. Et c'est plus tu veux chercher à faire une perf importante, plus tu veux réduire la variance. Donc tu veux réduire l'impact des dés sur ta partie. Donc soit par j'ai un volume de dés énorme et du coup ça va se lisser, ou je suis assez imperméable au double tour pour telle ou telle raison, et du coup si j'ai la prio tant mieux, si je l'ai pas tant pis. Il y a plein de manières de faire, mais blâmer les dés, ça n'aidera pas à progresser parce que tu peux pas le changer le résultat du dé. Ouais, complètement. Est-ce que t'as une wishlist, en tout cas des vœux pour l'avenir d'Age of Sigmar, qui est ton jeu phare? Par rapport à la potentielle 4e édition, est-ce que tu penses que la suppression d'un double tour serait une bonne chose? Tu penses qu'augmenter les interactions pendant le tour adverse serait une bonne chose? Est-ce que toi, t'as une wishlist? Ou des frustrations, en tout cas? Ouais, alors je pense que le double tour devrait rester, parce que c'est une mécanique qui est extrêmement intéressante. Par contre, je suis d'accord que c'est pas très beginner friendly. Le double tour, c'est quelque chose qui peut être très bien anticipé, mais ça demande un certain niveau de jeu, une certaine réflexion et un certain list building. Pas toutes les listes qui peuvent gérer un double tour. Faut le savoir quand tu construis ta liste et agir en conséquence. Mais moi, c'est un facteur de jeu que j'adore dans le jeu et ça m'embêterait que ça disparaisse. Pour la wishlist, avoir des battle plans à la 40K, donc avec les terrains déjà disposés dessus, parce que là, nos règles de terrain, et avoir des vraies règles de terrain aussi. Avoir des keywords pour tout, pour arrêter d'avoir 5 fois écrit les mêmes choses, mais pas tout à fait écrit pareil, et du coup, on a des fonctionnements un tout petit peu différents. Donc, tout ce qui est bodyguard, faut que ce soit du keyword, enfin, tout transformé en keyword. Grosso modo, toute l'évolution qu'a eu 40K sur la dernière version, je pense qu'il faut s'en inspirer, je pense que c'est ce qu'ils font, heureusement. Et tous les jeux sont des bacs à sable pour les autres univers, en fait, de toute façon. Et du coup, j'ai beaucoup d'espoir pour la V4. J'espère qu'on va aller dans le bon sens. Et peut-être aussi des surprises de la part de Games Workshop dessus, bien sûr. Comme je disais, c'est parfois des bacs à sable. Il faut savoir que, par exemple, AOS avait permis d'instaurer, par exemple, la notion de réactivité pendant le tour adverse, avec déchaîner les enfers, avec le redéploiement qui avait été ensuite utilisé sur l'Horus Hérésie, puis sur 40K. Donc, de toute façon, ces jeux s'accordent les uns avec les autres, notamment par rapport à la notion de mots-clés. Encore une fois, un grand merci à toi, Nico, alias Spoon. Je mettrai le lien pour pouvoir te suivre pour les personnes qui ont envie justement de suivre un petit peu ce que tu fais sur aussi bien les tournois que les réflexions que tu vas avoir sur les listes, mais aussi sur le jeu en lui-même via ton Twitter. Un grand merci à toi de nous avoir accordé ton temps. Les amis, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aider French War Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.